Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir une présentation sur une évaluation de l'application fidèle d'un programme d'intervention brève et intensive de crise auprès de familles en difficulté. C'est M. Luc Touchette qui est avec nous, qui est professeur au département de psychoéducation de l'Université de Sherbrooke. M. Touchette détient un doctorat en éducation et il a été également intervenant dans les CLSC de la région de la Montérégie. Ses intérêts de recherche portent particulièrement sur l'évaluation des jeunes et des familles, ainsi que l'intervention de crise. Donc, sans plus tarder, je vous laisse avec M. Touchette pour la présentation. À la fin de la présentation, je vous demanderai si vous avez des questions au site en visioconférence. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Il y a deux caméras. Je ne sais pas trop à quelle caméra m'adresser. Je vais probablement pivoter entre les deux. Peut-être juste pour être certain au niveau technique qu'il n'y a pas de problème en cours de route, sans allumer votre micro, est-ce que tout le monde peut faire juste un signe de la main si vous entendez bien, si ça va? Tous les 7, bon, ok, donc tout le monde semble s'agiter, donc je vais y aller, je vais commencer. Merci pour la présentation. En fait, je vais quand même préciser, le chercheur principal en fait sur l'étude que je vous présente est Robert Posé, c'est lui qui était supposé venir faire la présentation. Donc, je tiens quand même à le présenter puisque c'est Robert qui a obtenu toutes les subventions pour cette étude-là. Je vais essayer de faire le plus rapidement possible pour vous permettre d'avoir des échanges et de discuter ensuite. C'est toujours beaucoup plus riche là, quand on peut y aller comme ça. Donc, vous allez voir, j'ai un nombre de diapositives disproportionné par rapport au temps que je prévois vous entretenir. Donc, je vais y aller assez rapidement. Je vais en sauter quelques-unes. Donc, une présentation assez classique que j'ai prévue, vous décrire un peu le contexte scientifique d'intervention dans lequel on a prévu cette étude et on a réalisé l'étude. Description de la méthodologie, je vais y aller assez rapidement. Pour en arriver à la description des résultats, aujourd'hui, on se centre sur une partie, en fait, la question de la fidélité, c'est une partie des analyses qui ont été faites et des objectifs de l'étude principale. Donc, je vais vous rapporter de manière assez générale et rapide l'ensemble des résultats, mais mon objectif étant en fait d'aller plus rapidement là, au point de la relation entre l'intervention fidèle et l'évolution des jeunes et des familles, pour en arriver à conclusion, recommandation et surtout discussion, comme je vous le disais. Donc, pourquoi étudier l'impact de la fidélité des programmes? La notion de fidélité fait assez consensus quand on parle de relations conjugales, mais quand on parle d'intervention psychosociale pour des intervenants et tout ça, et qu'on leur demande d'avoir une relation fidèle au programme qu'ils ont à mettre en place, c'est un autre paire de manches. On s'entend que le consensus n'est pas aussi présent. Fait que je vais donc introduire l'idée, pourquoi on en est arrivé là. En fait, assez rapidement, si on regarde des programmes d'intervention brève et intensive de crise, ça vient de où? Ça vient des années 70, on réalise qu'il y a trop d'enfants qui sont placés en milieu substitut, qu'il y a des conséquences néfastes au placement. Donc, tout placement n'est pas nécessairement utile. On s'aperçoit quand on place les jeunes en milieu substitut, on intervient souvent très peu auprès des parents qui seront appelés à accueillir l'enfant lorsque le placement sera terminé. C'est l'arrivée des théories, de l'attachement, modèle écologique, etc. Donc, tout milite en faveur d'une intervention qui va être différente, où on va maintenir le lien entre le parent et le jeune. Les premiers programmes qui se développent dans la visée de réduire l'utilisation du placement en milieu substitut, il y a notamment le programme Home Builders, qui est un programme extrêmement intensif. Un intervenant, une charge de cas de 2 familles, intervient 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, pendant 4 à 6 semaines. Un programme qui, donc très intensif, très bref, qui donne des résultats assez prometteurs au départ, mais au fur et à mesure où la méthodologie de recherche s'améliore et qu'on évalue non seulement ce programme-là, mais d'autres programmes similaires qui se développent des années 70 et 80, on s'aperçoit que l'implantation des programmes fait souvent défaut. La clientèle qui était supposée être visée, soit des jeunes qui seraient placés s'il n'y avait pas d'intervention intensive, on ne les rejoint pas. Et l'intensité qui est supposée être au rendez-vous dans ces programmes-là, sur laquelle on mise, parce qu'on se dit qu'intervenir en situation de crise, de manière intensive, l'idée est de profiter de l'ouverture au changement de la famille pendant qu'il y a une crise, mais l'intensité qui est le principal paramètre n'est pas au rendez-vous dans les programmes. On semble revenir à des niveaux d'intensité d'intervention autour d'une fois par semaine qui sont plutôt classiques, alors qu'on prétend dans ces programmes-là être beaucoup plus intensifs.
On remarque dans la littérature scientifique une baisse d'engouement dans les années 90, fin des années 90 et jusqu'à dernièrement. C'est reparti depuis 2013, je dirais, l'engouement pour ces programmes-là. Au Québec, l'histoire est assez similaire. Si on remonte dans les rapports ministériels, on remonte au rapport Batcha 79, je crois, on commence à faire valoir l'idée d'intervenir de manière plus intensive auprès des familles d'enfants en difficulté. Il y a eu une série de rapports, les rapports Harvey, Jasmin, Bouchard, Lebon, en cours de route, qui sont venus aussi soutenir l'idée. Et c'est assez récemment, c'est il y a une dizaine d'années, que le ministère a décidé de privilégier la mise en place de programmes intensifs pour prévenir le placement dans l'ensemble des milieux des régions du Québec. En Montérégie, en 1999, on fait face à un sous-financement. On fait face à des problèmes en protection de la jeunesse au niveau de l'accueil, de la réception, du traitement des signalements, mais surtout au niveau de l'évaluation, des délais importants. Il y a des sommes qui sont investies et l'investissement a été dédié en amont, en fait, des signalements en protection de la jeunesse. Les gestionnaires ont alors pensé qu'il valait mieux intervenir auprès des familles avant que le jeune se retrouve dans le système de protection de la jeunesse. Donc, le programme qui est mis sur pied, le programme Crise Ado Famille Enfance, un programme qui s'adresse toutes les familles dans Montérégie qui présentent une situation de crise qui est à risque de mener à un signalement ou qui est à risque de mener à un placement. Des familles qui sont parfois signalées en protection de la jeunesse, mais pour qui on fait une évaluation rapide, qui a un besoin de service, mais pas nécessairement un besoin de protection. Donc, c'est sur référence que les jeunes que les familles sont référées à un intervenant qui est situé dans un CLSC à l'époque. Donc, c'est le CLSC qui assume la prestation des services sur l'ensemble du territoire. 5 CLSC dispensateurs offraient donc un service d'intervention de crise, crise ado-famille, sur les différents territoires dans Montérégie. Le programme démarre en 1999. Il est défini de manière assez générale sur la base des recommandations, je crois, du Comité de solutions de rechange au placement, un rapport ministériel qui avait été mis en 1995 sur le type de programme à mettre en place. Défini donc comme une intervention rapide. L'intervenant doit se présenter dans les 2 heures dans la famille, ou du moins répondre dans les 2 heures suivant sa référence. L'intervention qui se fait dans le milieu, intensive, plusieurs heures par semaine, brève. Au départ, on parlait de 6 à 8 semaines dans le programme Crise Ado-Famille. Donc, une intervention qui est définie principalement par des paramètres de prestation de service. Les gestionnaires vont s'adjoindre Robert Posé comme chercheur et comme formateur pour soutenir justement le développement plus clinique du programme et faire l'étude d'implantation et l'étude d'impact de ce programme. Une première étude d'implantation est faite en 2002, une étude d'impact suit en 2005 après que les ajustements soient rapportés. Je vous rapporte donc rapidement les résultats de la première étude qui va justifier un peu la suite, pourquoi on a fait une étude sur la fidélité plus récemment. Les premières retombées du programme, on s'aperçoit en 2005 qu'il y a une réduction de 25% du nombre de signalements qui sont faits par les parents pour des problèmes de comportement au cours de la première année d'implantation du programme. Donc, l'impact visé par ce programme-là, le fait d'investir en amont, était assez près de ce qu'on voit là, c'est-à-dire qu'on voulait réduire le nombre de parents qui signalaient en protection de la jeunesse. On voulait essentiellement que les parents se dirigent vers la première ligne, vers les CLSC, avant d'en arriver à une situation de protection. Donc, une réduction de 25% du nombre de signalements. On s'adressait principalement aux adolescents à l'époque, en fait strictement aux adolescents à ce moment-là. Une réduction de 25% du nombre de signalements aussi de manière générale. Et un faible taux de placement des jeunes en cours de route, en cours d'intervention pendant les 6 à 8 semaines. C'est 5,5% des jeunes qui vont vivre un placement temporaire, un arrêt d'agir. 7% vont être placés à la fin du programme. À la différence des premiers programmes mis en place, comme le programme 2002 que je nommais tantôt, le programme CAF ne vise pas à réduire tous les placements, il vise à réduire les placements faits en situation d'urgence. C'est-à-dire des placements d'enfants qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas connus dans les services, pour lesquels une situation d'urgence pourrait mener à un placement, mais pour lesquels une alternative serait d'intervenir rapidement, intensivement, pour nous permettre d'évaluer la situation et s'il y a lieu, une fois l'urgence apaisée, puis une fois l'évaluation réalisée, là, déterminer que le placement est peut-être la meilleure solution. Donc, d'avoir un certain taux de placement est inscrit ici comme une retombée, mais on aurait 0% de placement, que ce ne serait pas nécessairement un succès du programme, ce ne serait pas nécessairement une qualité de ce programme-là, puisqu'il est prévu qu'on arrive aussi à un certain nombre de placements. On n'a par contre pas fait l'étude, est-ce que ce sont des placements qui sont adéquats, est-ce que ce sont des bons placements? Là? On n'a que des taux à ce moment-ci.
L'étude qu'on a menée en 2005 avait 3 temps de mesure. On prenait des mesures du fonctionnement familial, du fonctionnement du jeune, du fonctionnement des parents au début de l'intervention. On en prenait aussi à la fin de l'intervention, donc 12, 13, 14 semaines plus tard, et 1 an après le début de l'intervention. Donc, pour voir s'il y a des gains, est-ce que les gains ou les acquis se maintiennent à long terme. Qu'est-ce qu'on observe? Une évolution significative au niveau de la qualité de la relation parent-jeune, une évolution significative de la détresse psychologique chez les parents, une réduction de la détresse psychologique et une réduction des problèmes de comportement extériorisés et intériorisés chez les jeunes. La première étude met en évidence en fait que la clientèle principale qui est desservie, c'est des jeunes d'environ à peu près 14 ans en moyenne, qui présentent pour 87% d'entre eux des problèmes de comportement extériorisés. Qu'est-ce que c'est? Essentiellement des problèmes donc, de comportement de type agressif, des comportements donc de l'ordre de l'opposition, de l'ordre du trouble de la conduite. Une évolution un peu plus modeste sur le fonctionnement des familles, puis une évolution encore plus modeste, je dirais, sur la discipline inconsistante des parents. Donc, on est plus dans le domaine du marginalement significatif ici. On s'aperçoit aussi que l'évolution est observée principalement entre le début et la fin de l'intervention, donc au cours des 8-10 semaines que dure l'intervention, je dirais même jusqu'à 12, de la moyenne de 12 semaines à l'époque. Et une intervention, donc, et une évolution qui se maintient par la suite. De là l'intérêt d'évaluer à plus long terme. Un des constats qui est fait lorsqu'on essaie d'expliquer l'intervention d'expliquer l'évolution par les interventions qui sont faites, c'est que l'intervention, telle que prescrite dans le programme cadre, est relativement peu appliquée. C'est-à-dire que l'intensité qui était prévue, d'avoir 2 interventions, environ une moyenne de 2 heures par semaine d'intervention auprès de ces familles-là, on l'observe dans 29,7% des situations d'intervention qui sont offertes. Et il y a un CLSC particulier où on applique ce paramètre d'intensité dans 65% des cas. C'est un constat qui avait déjà été observé auparavant et on observe une relation marginalement significative entre l'intensité d'intervention, donc le nombre d'heures, le nombre de rencontres qui est fait avec les familles et l'évolution positive des familles. C'est quelque chose qui n'est pas évident, c'est marginalement significatif, c'est surtout associé justement dans un CLSC particulier et c'est ce qui nous amène en fait à proposer en fait en collaboration avec le programme l'étude subséquente qui est l'étude sur l'application fidèle du programme. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas juste en Montérégie que le problème d'appliquer une intervention intensive se pose. On l'observe dans plusieurs études sur des programmes similaires aux États-Unis. On observe ce problème-là aussi dans des programmes qui ont été disséminés comme les programmes multisystémiques, qui sont apparus par la suite comme des nouveaux modèles de programmes qui proposaient aussi des programmes intensifs auprès des jeunes et des familles, mais pour lesquels, lorsqu'il vient le temps de mettre en place cette intensité-là, ce n'est pas toujours au rendez-vous. D'ailleurs, les programmes multisystémiques ont mis une emphase majeure sur la fidélité au programme et ont démontré que lorsque l'intervention elle est réalisée telle que prévue, on observe une évolution des jeunes, des familles un peu plus marquée. Donc, il y a une collaboration qui se crée, qui reprend en fait entre Robert Posé, je me joins à l'équipe à ce moment-là, je passe là, du statut d'intervenant au statut de chercheur avec lui, et il y a une formalisation des paramètres d'intervention. Ce qu'on s'est aperçu avec la science d'implantation aussi, ce que ça nous dit, c'est quand un programme a de la difficulté à s'implanter, la première question qu'on doit se poser, c'est est-ce que le programme est bien décrit? Force était de constater que non. On avait à formaliser des choses, à décrire un peu mieux le programme de manière plus précise. Donc, il y a des paramètres d'intervention qui sont formalisés, un processus de supervision, on développe une méthodologie d'élaboration d'une hypothèse clinique, on développe une formation pour les intervenants, il y a un livre qui est en cours d'écriture pour permettre de formaliser tout ça aussi. Essentiellement, le programme CAF, qu'est-ce qu'il devient? Bien, il y a des bases qui étaient déjà là, une intervention rapide, donc dans les 2 heures suivant le début de l'intervention, qui se fait dans le milieu, à court terme. L'intensité est toujours au rendez-vous, mais on ajoute la diversité. Intervenir intensivement avec une famille, être 2 fois par semaine pendant 1 heure, avec toute la famille dans le salon à faire des rencontres familiales, ça peut devenir long, ce n'est pas nécessairement ce qui est souhaité. Il peut y avoir une diversité d'interventions, on a une diversité de profils cliniques dans des services de première ligne comme ça. Majoritairement, ce sont des jeunes qui présentent des troubles extériorisés, mais on a aussi des troubles plus intériorisés de type anxiété, dépression, des difficultés d'ordre plus familial. Donc, il doit y avoir une diversité. Il y a des 9 principes d'intervention qui sont aussi établis
Donc, on amène l'idée d'apaiser la famille au début avec l'urgence, développer l'alliance, évaluer, réaliser une hypothèse, donc une réflexion clinique à partir d'une évaluation du jeune et de sa famille. Une évaluation qui est établie sur la base d'une carte conceptuelle qui est tirée de la littérature scientifique, en fait, sur les difficultés de comportement, les conduites antisociales et les difficultés familiales. Cette carte-là vient nous dire quoi? Je ne la présenterai pas dans le détail, mais elle vient cibler quels sont les facteurs qui sont le plus en cause, en fait, dans les crises familiales, sur lesquels on devrait porter une attention et possiblement intervenir, puisque c'est là qu'on devrait y trouver des difficultés particulières. L'objectif de l'étude, en fait, les objectifs de l'étude, on veut refaire le portrait des jeunes, décrire les interventions, documenter leur évolution encore, et documenter le degré d'ajustement. Est-ce que les interventions qu'on offre sont des interventions qui sont ajustées au profil clinique des jeunes et des familles? Ils présentent des profils cliniques divers, on devrait donc avoir une diversité de profils d'intervention, que ce soit sur des paramètres comme l'intensité, la durée ou les cibles d'intervention qui sont visées. Et évaluer l'effet de l'application fidèle, cette idée-là de fidélité au programme, est-ce que c'est quelque chose qui est réellement important? Est-ce que c'est quelque chose qui s'applique dans un programme, comme le programme Crise Ado-Famille? Donc, on met en place la recherche. Ce sont sur les 401 cas, en fait, 401 familles qui ont été référées, qui ont reçu un service ou du moins au moins une intervention dans le programme entre 2010 et 2011. 68% des familles ont accepté de participer, ce qui compose notre échantillon de 256 jeunes et familles. L'âge moyen, 14,7 ans, c'est stable depuis le début du programme, l'âge du jeune dans ce programme-là. Pourtant, c'est une référence qui n'est pas nécessairement aussi précise. Les garçons et les filles sont représentés presque de manière équivalente. 3 temps de mesure, toujours les mêmes temps de mesure qu'on avait dans notre première étude. Un temps 1 au début de l'intervention, donc 2 semaines à peu près, ou au moins une semaine après le début de l'intervention, des questionnaires standardisés sont administrés par l'intervenant. En fait, c'est des questionnaires qui sont utilisés à des fins cliniques et qu'on utilise aussi à des fins de recherche en parallèle. À la fin de l'intervention, le jeune et les parents complètent les mêmes questionnaires, une partie en fait des questionnaires qu'ils ont complétés au début, et on reprend les mêmes questionnaires un an après le début de l'intervention ou la fin de l'intervention, là ça varie un petit peu. 3 répondants, 2 répondants parents, qu'on appelle ici principal et secondaire, et le jeune qui répond également. Dans le cadre de l'évaluation clinique par l'intervenant, l'enseignant peut être sollicité, mais on n'a pas retenu l'enseignant. En fait, on n'a pas assez d'enseignants pour analyser les données dans le cadre de l'étude. L'échantillon, donc on avait 68%, on a fait des analyses de savoir est-ce qu'il est représentatif. Il n'y a aucune différence d'âge, de sexe, il n'y a aucune différence entre les familles qui ont participé aux 3 temps de mesure et celles qui se sont retirées à la fin de l'intervention ou un an après l'intervention, que ce soit au plan de l'âge, du sexe, fonctionnement familial, des difficultés de comportement ou de la relation parent-enfant. Je ne perdrai pas beaucoup de temps avec l'ensemble des instruments de mesure. En fait, ce sont des instruments de mesure, ce sont des questionnaires auto-rapportés ou passés en entrevue, qui ont été sélectionnés pour leur qualité psychométrique et qui portent sur les différentes variables qu'on a vu un peu dans la carte conceptuelle tout à l'heure, qui sont des facteurs pouvant avoir une influence sur l'adaptation des familles éventuelles. Donc, les caractéristiques de la famille avec un questionnaire comme le FACE-4 ou le FAD, le Family Assessment Device, les caractéristiques de la relation parent-jeune avec la demande d'un questionnaire, la détresse psychologique des parents et les caractéristiques aussi du jeune au niveau scolaire et au niveau comportemental avec la CEPA. Excusez, M. Touché, Oui. peut-être Excusez-moi, il y a un site en visioconférence dont le micro est ouvert. Est-ce que vous pouvez le fermer, s'il vous plaît? On parle du nombre d'employés récemment. Je ne sais pas dans quel site est-ce que vous entendez ça par la porte. Non. C'est peut-être un site qui est... On poursuit. Donc, si on regarde rapidement les caractéristiques de la clientèle, on se rend compte d'une clientèle qui provient de familles intactes, composées monoparentales dans des proportions similaires, donc à peu près 30%. Je vais attirer l'attention peut-être plus ici au bas, au niveau du revenu familial annuel. On voit que pour 53% des familles, c'est des familles qui ont un revenu de 60 000 $ et plus,
qui nous amène à avoir une certaine diversité. Certaines familles peuvent vivre dans des conditions précaires, d'autres familles dans des conditions plus favorables. On est dans la première ligne, donc c'est quelque chose qui ne nous surprend pas à ce niveau-là. On remarque donc des familles dont les parents présentent une détresse psychologique. Au début de l'intervention, c'est tout à fait normal. C'est des familles en situation de crise, elles sont référées pour ça. Un niveau de dysfonctionnement général de la famille et de manière plus précise au niveau de la résolution de problèmes, de la cohésion familiale, donc des liens dans la famille qui sont parfois difficiles, des difficultés de communication. On remarque des pratiques éducatives lacunaires dans une bonne proportion des familles selon le jeune, au niveau de l'engagement ou des pratiques positives, et de l'inconsistance des pratiques autant selon le parent que selon le jeune. On remarque encore ici une relation détériorée entre le jeune et ses parents et des troubles intériorisés selon les parents et extériorisés autant selon le jeune que selon les parents. Donc, qui sont au-dessus des seuils cliniques pour une proportion assez importante des jeunes. Les conclusions qu'on fait sur les caractéristiques de la clientèle, je passe un petit peu rapidement, en fait, c'est l'importance d'intervenir sur les multiples dimensions. On ne peut pas intervenir seulement sur la famille, on se doit d'intervenir donc sur le jeune, sur ses comportements, sur les pratiques éducatives, sur la relation parent-enfant et sur le fonctionnement familial. Il peut y avoir donc de multiples cibles à adresser. Au niveau de l'évolution, de manière générale, on retrouve en 2013 aussi une évolution significative au niveau de la détresse psychologique des parents, du fonctionnement général, de la cohésion familiale, communication, comportement agressif, et l'évolution qui se poursuit après la fin de l'intervention. Donc, ce qu'on observe en 2005, on l'observe encore en 2013, en fait, avec l'étude qui se fait entre 2011 et 2012. On s'aperçoit qu'il y a une évolution qui est positive à de multiples niveaux, sur différentes dimensions. Une évolution un peu plus modeste, par contre, au niveau des comportements délinquants des jeunes, de la qualité de la relation parent-jeune et des pratiques éducatives des parents. Mais qui est tout de même marginalement significative. Je parle vite, je vais rapidement. Comme je vous dis, j'avais beaucoup de diapositives. Là. Je vais présenter, en fait, l'intervention. Une fois qu'on sait que c'est un programme qui semble prometteur, il y a une limite méthodologique importante, où on le voit, on n'a pas de groupe de comparaison. On aimerait bien dire à une famille attendez-nous, vous êtes en crise, mais attendez-nous pendant 3-4 mois, puis on vous revient. C'est quelque chose qui serait éthiquement assez difficile à faire. Ce que les autres études, les études qui avaient des groupes de comparaison, sont des études pour lesquelles il y avait une liste d'attente, donc qui étaient incapables de rejoindre toutes les familles et qui ont, dans un contexte comme celui-là, analysé l'évolution de familles qui étaient en situation de crise pour lesquelles ils n'auraient pas eu de service ou qui ont eu des services habituels. Dans notre contexte, on n'a pas été capable de mettre un devis expérimental comme ça en place. L'intervention, si on va essayer d'associer l'intervention à l'évolution positive pour essayer de comprendre qu'est-ce qui fait que les familles peuvent évoluer et que certaines familles n'évoluent pas aussi. On a regardé la durée totale de l'intervention. On s'aperçoit que c'est une intervention qui dure en moyenne 13,6 semaines, ce qui correspond assez bien aux paramètres de durée de l'intervention qui sont prévus. Par contre, avec un écart type de 4,5 semaines, on s'aperçoit que si on évoque plus ou moins un écart type pour avoir un portrait assez général, on a une variation assez importante de la durée de l'intervention. La même chose pour le nombre de rencontres. On a 17 rencontres en moyenne. Donc, il y a 17 rencontres en moyenne qui sont faites entre l'intervenant ou 17 interventions significatives, parce que ça peut être une intervention téléphonique qui est significative dans certains cas. Mais 17 rencontres avec plus ou moins 6 d'écart type, on se retrouve avec de 11 à 23 rencontres. Encore ici, une intervention qui est assez variable au niveau du nombre de rencontres. On observe la même chose si on le traduit en minutes d'intervention, que ce soit au niveau du total de minutes d'intervention investies auprès de la famille, ou même dans l'intervention dans le nombre de minutes que dure chacune des interventions. On est allé voir combien d'interventions sont réalisées au cours des 3 premières semaines. Parce que dans une intervention de crise comme celle-là, on prévoit quand même avoir une intervention un peu plus intensive au début, dans les premières semaines, puisqu'il y a de l'urgence. Et une fois apaisé, ça se peut qu'il y ait un peu moins d'intensité. Et à la fin, on devrait même réduire l'intensité pour en arriver à mettre fin à l'intervention et à préparer la famille à cette fin-là. Donc, si on regarde au niveau des premières semaines, des 3 premières semaines, on s'aperçoit qu'il y a 6 interventions en moyenne, ce qui rencontre le critère de 2 interventions par semaine. Une durée totale d'intervention au cours des 3 premières semaines de 7 heures, peut-être plus simple à voir, et une durée moyenne d'intervention, encore là, de 76 minutes, un peu plus d'1 heure. Si on regarde les types les interventions s'adressent à qui? Le jeune reçoit en moyenne 11 interventions dans un suivi. Donc, il est présent dans 60% des interventions qui sont offertes à la famille.
La mère reçoit 12 interventions, elle est présente à 12 interventions, elle est présente dans 70% de l'ensemble des interventions. On voit bien que l'intervention se centre principalement sur le jeune et la mère. Et si on essaie de voir quel type, quelle modalité, parce que l'intervenant a le choix de faire l'intervention familiale avec tout le monde, l'intervention individuelle, c'est à lui de décider quelle est la modalité qui rejoint le mieux les besoins du jeune. Bien, on s'aperçoit principalement qu'une intervention familiale est assez importante, représente 40% des interventions, et on a dans 33% des interventions sont de type individuel avec un parent. Peu d'interventions individuelles avec le jeune sont réalisées. Pourtant, on avait dans nos caractéristiques de la clientèle des jeunes qui présentaient des difficultés personnelles au niveau des comportements. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut qu'intervenir qu'avec le jeune pour résoudre des problèmes de comportement. On peut intervenir avec le parent sur ses pratiques éducatives en visant un impact sur les problèmes de comportement, mais on voit une implication du jeune un peu mitigée. J'en arrive en fait à ce qui est plus le thème d'intérêt, la fidélité de l'intervention. On a regardé la fidélité de l'intervention sous l'angle de l'intensité, parce que c'est un paramètre clé, ce qui fait le plus souvent défaut et pour lequel l'association avec l'évolution des jeunes n'est pas encore démontrée ou pour lequel il y a des résultats plutôt inconsistants dans la littérature. On a qualifié l'intervention d'intensive lorsque, au cours des 3 premières semaines, en fait, lorsqu'on avait au moins 2 rencontres par semaine et plus que 2 heures par semaine d'intervention en moyenne, et non intensive lorsqu'on ne rencontrait pas le critère de 2 rencontres par semaine et de 2 heures. On a fait notre évaluation donc, de toutes les situations pour lesquelles on avait un journal de bord qui a été complété par les parents. On avait 209 au départ, et on a donc qualifié l'intensité, si l'intervention était intensive dans les 3 premières semaines et dans les semaines qui suivaient, donc de la 4e jusqu'à la dernière semaine d'intervention. Ce qui nous a permis de ressortir en fait un certain nombre d'interventions qui étaient intensives de manière continue, donc autant dans les 3 premières semaines que dans les semaines qui suivent. C'était 34% des interventions qui ont rencontré donc, le critère d'intensité dans les 2 périodes. Intensive dans les 3 premières semaines, mais non intensive dans les semaines qui suivent. On les a appelées nos intensives décroissantes comme profil d'intervention, qui représentent 26%, 27%. Et on s'aperçoit qu'on a des rencontres, des profils d'intervention, des trajectoires d'intervention qui sont plutôt hebdomadaires. C'est des interventions qui étaient non intensives ni dans les 3 premières semaines, ni dans les semaines qui ont suivi, et pour lesquelles, lorsqu'on regardait la moyenne du nombre d'interventions, on arrivait à quelque chose autour d'une fois par semaine. Alors on les a appelées hebdomadaires, mais c'est des interventions qui sont en fait de faible intensité. Lorsqu'on les compare, nos 3 modèles, nos 3 profils d'intervention sur les caractéristiques d'intervention qu'on a vues tantôt, ben, en fait, on vient confirmer que nos interventions intensives continues, décroissantes, sont des interventions qui, au cours des premières semaines, présentent en moyenne au moins 6 rencontres et avec une durée de plus de 2 heures par semaine. Lorsqu'on regarde le type d'intervention, les modalités d'intervention selon nos profils d'intervention, qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Bien, essentiellement, c'est que l'intervention familiale, qu'on soit dans un profil intensif continu, intensif décroissant ou hebdomadaire, tout le monde reçoit autour de 7 interventions. Alors même si dans les interventions hebdomadaires, on a beaucoup moins d'interventions sur 10-12 semaines, on reçoit la même quantité d'interventions familiales. Qu'est-ce qu'une intervention familiale? C'est une intervention où il y avait au moins un jeune et un parent qui étaient présents, ou un jeune et les 2 parents si on avait une famille biparentale. Donc, on a un peu le même dosage au niveau de l'intervention familiale, mais l'intervention avec le jeune, individuelle avec le jeune ou individuelle avec un parent, est moindre dans les interventions hebdomadaires. C'est ce qui les caractérise un peu plus. Les constats qu'on a fait, des analyses que je ne vous ai pas montrées, mais c'est qu'il n'y a pas de relation entre les caractéristiques des jeunes et des familles et les catégories de suivi. On se serait attendu que les familles qui présentent des profils cliniques avec certains profils cliniques aient davantage d'intervention, plus d'intensité. Ce n'est pas le cas. On ne peut pas associer des profils cliniques aux différentes catégories de suivi. Il n'y a pas de relation entre le cumul de facteurs de risque auxquels les familles sont confrontées et les catégories de suivi non plus. On aurait pu se dire, c'est pas tellement qu'ils présentent un problème particulier, mais qu'elle présente un cumul de problèmes qui font en sorte qu'on a besoin d'intervenir intensivement. Pas de relation à ce niveau-là non plus. Donc, ce qui permet de les démarquer, si on veut,
au niveau de l'intervention, c'est le fait qu'on offre moins d'interventions individuelles, que ce soit avec le parent ou avec le jeune, dans nos trois grandes catégories de suivi. La dernière étape, en fait, a été d'aller voir est-ce que la fidélité d'application du programme, offrir une intervention donc intensive auprès des familles, est associée à une meilleure évolution ou non du jeune et des familles. On l'a fait en 2 étapes. Une première étape où on a comparé tous les scores bruts avec tous les jeunes de l'étude au temps 1 et au temps 3 sur le fonctionnement familial, fonctionnement individuel du parent, du jeune, donc l'ensemble des variables qu'on avait. Et une deuxième étape pour lesquelles on a restreint nos analyses aux jeunes qui présentaient des difficultés. En somme, on arrive à quel résultat avec ça? Et on a fait ce qu'on a fait qui est important ici, c'est qu'on a fait une combinaison des interventions continues et des interventions décroissantes. Pourquoi? En fait, en discutant avec les gens du programme, et c'était effectivement convenu un peu comme ça, qu'il y ait une intensité au départ, dans les 3 premières semaines, c'est un critère qui va de soi. On est dans l'intervention de crise, dans l'intervention d'urgence. Qu'on n'atteigne pas ce critère-là par la suite, qu'on réduise un peu l'intervention, comme je l'ai dit tantôt, c'est quelque chose qui peut être tout à fait adéquat, tout à fait juste dans un programme comme celui-là. Donc, nos interventions intensives décroissantes sont considérées comme des interventions assez fidèles au programme, assez fidèles à ce qui est prévu. Donc, on a jumelé nos deux profils d'intervention. Alors ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'au niveau du fonctionnement général de la famille, lorsque le jeune nous répond au questionnaire sur le fonctionnement de la famille, les interventions intensives, donc décroissantes ou continues, obtiennent de meilleurs résultats que les interventions de type hebdomadaire au temps 3, donc entre le temps 1 et le dernier temps de mesure, 1 an plus tard. On observe la même chose, le même profil, donc une amélioration des difficultés selon le jeune au plan de la capacité de la famille à résoudre des problèmes. Je vais sauter la rigidité du fonctionnement familial pour aller dans le même ordre d'idée. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit? En fait, c'est que le profil il est relativement le même. Du temps 1 au temps 3, entre le début de l'intervention et 1 an plus tard, on observe une amélioration selon le jeune et parfois selon le parent sur un ensemble de difficultés, un ensemble de variables, de facteurs généralement associés aux difficultés des jeunes. Donc, beaucoup au niveau du fonctionnement familial, des variables relatives aux pratiques éducatives comme la supervision ou l'engagement du père face aux jeunes ou les pratiques parentales positives, la connotation positive des comportements du jeune par les parents. Également au niveau de la relation, de la qualité de la relation du jeune, on a un score de détérioration de la relation et on s'aperçoit que dans les cas d'intervention intensive, le jeune nous révèle avoir observé une amélioration de sa relation avec ses parents. Le parent nous donne l'information, en fait, qu'il observe une amélioration du retrait social du jeune, donc une réduction du retrait social. On a un résultat qui est contre-intuitif, en fait, où la rigidité du fonctionnement familial est plus élevée, en fait, ou on pourrait dire s'améliore, selon le sens du questionnaire, dans les familles pour lesquelles il y a une intervention hebdomadaire plutôt qu'intensive. On pourrait l'expliquer probablement par le fait que dans une intervention, avec des gens dans le problème de comportement, un des objectifs d'intervention va être souvent de travailler sur la constance des pratiques éducatives, sur l'encadrement du jeune, alors d'avoir plus de rigidité à la fin perçue par le jeune est quelque chose qui à la limite, fait beaucoup de sens. La deuxième étape, on a restreint l'analyse aux jeunes qui présentaient des problèmes au départ. Pourquoi? Parce que tous les jeunes n'ont pas des problèmes extériorisés. Alors, quand on fait des analyses sur tous les jeunes, on perd un degré de précision en mêlant dans tout ça, en essayant d'observer une évolution ou une régression de problèmes qui ne seraient pas présents au départ ou qui sont à un niveau qui est tout à fait dans la normalité si on prend les termes des seuils cliniques qu'on utilise. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est qu'en faisant cette analyse-là, c'est que d'autres variables militent en faveur qu'une intervention intensive permet de générer une meilleure évolution chez les jeunes. Et ici, on voit des variables qui concernent davantage le jeune. Au niveau de la somatisation, d'anxiété, dépression, des comportements agressifs et du retrait social, selon le parent. Selon le parent, pour le parent lui-même, des problèmes cognitifs. D'autres variables sont maintenues, celles où il y a décroché. En fait, ce sont des variables où on observait déjà une relation positive entre un profil d'intervention intensive versus l'intervention hebdomadaire pour favoriser
favoriser l'évolution des jeunes et des familles. Alors, on en conclut quoi? Qu'une intervention intensive semble donner de meilleurs résultats que l'intervention hebdomadaire. Vous avez vu, je parlais de fidélité d'intervention. Notre concept de fidélité est ici très associé au concept d'intensité, à la notion d'intensité des profils d'intervention, puisque c'est le critère principal sur lequel on a déterminé la fidélité d'intervention. Donc, une intervention intensive ou fidèle aux paramètres d'intensité a un impact, présente un impact. Une intervention intensive qui rencontre ces critères d'intensité-là présente davantage d'effets sur l'évolution du fonctionnement familial, des pratiques éducatives, des problèmes de comportement, selon soit le jeune ou le parent. Une évolution qui s'observe encore principalement pendant le programme, mais 12 mois après l'entrée dans le programme. On voit qu'il y a un maintien, qu'il y a une poursuite des acquis, et une application fidèle du programme qui semble donner de meilleurs résultats au niveau du fonctionnement familial et aussi de la relation parent-jeune. Donc, on avait comme objectif d'aller évaluer la fidélité de l'intervention. On l'a fait sous l'angle de l'intensité. On avait d'autres objectifs dans l'étude. Nos principaux constats suite à l'ensemble de l'étude, ça a été que le respect des paramètres d'intervention dans 2 situations sur 3, c'est quelque chose qu'on a trouvé assez positif, bien qu'il y a place à amélioration. Pourquoi? Il faut se rappeler que une difficulté d'implantation d'un paramètre d'intensité, c'est quelque chose qui n'est pas propre au programme CAF en Montérégie, c'est quelque chose qu'on observe dans bien d'autres programmes. Donc, d'en arriver à respecter ce paramètre-là dans 2 situations sur 3, bon, c'est quelque chose qu'on peut voir comme positif, et positif par rapport à 2005, où on avait encore une plus grande diversité d'interventions et un respect probablement moindre du paramètre. Une évolution positive des jeunes et des familles dans le temps, un faible taux de placement des jeunes pendant et après l'intervention. Je ne vous ai pas présenté les données, mais on reste dans des taux de placement assez marginaux. Une application fidèle du programme en termes d'intensité, l'intervention qui semble donner de meilleurs résultats. Par contre, on doit mentionner que lorsqu'on regarde à la fin de l'intervention ou un an plus tard, que la proportion des familles qui présentent encore des niveaux de difficulté significatifs, donc au-delà des seuils cliniques, selon les différentes variables, on a des proportions différentes de familles qui présentent des difficultés importantes, mais il en reste peut-être autour du tiers ou parfois 20 %. Il en reste suffisamment pour qu'on se préoccupe et qu'on cherche à savoir qu'est-ce qui peut être fait ou comment on peut intervenir auprès de ces familles pour lesquelles, à la fin de l'intervention, une intervention subséquente est nécessaire ou pour lesquelles on devra référer vers d'autres services. On s'aperçoit aussi que les familles confrontées à davantage de facteurs de risque connaissent une évolution moins positive dans le temps. Parmi les analyses qu'on a faites, en cumulant le facteur de risque plutôt que d'analyser sur une variable particulière, un facteur de comportement, un facteur du fonctionnement familial, lorsqu'on cumule les facteurs de risque, on s'aperçoit que ces familles-là ont plus de difficultés à évoluer de manière adéquate dans le temps. J'en arrivais à la fin de toute façon. Donc, je pense que vous avez probablement perdu le PowerPoint. J'arrive aux recommandations et à la période de questions, donc je poursuis. Première recommandation qu'on a émise, pas nécessairement autour de l'intensité, mais autour du fonctionnement du programme. Vous allez me voir en double. Ça a été de mettre en place des programmes qui visent l'amélioration des pratiques éducatives et de la relation parent-enfant. On s'aperçoit que c'est un problème qui persiste pour plusieurs familles à la fin de l'intervention et c'est un problème qui est présent pour un grand nombre de familles au départ. Autre recommandation, adapter l'intervention selon la lourdeur des situations cliniques. Une intervention de plus longue durée devrait être offerte aux familles qui présentent un cumul de facteurs de risque. Le premier coordonnateur s'amusait à dire que le programme, au départ, pour le bousser, était là pour guérir les familles, sachant très bien qu'une famille qui arrive en situation de crise, qui présente parfois un profil clinique relativement léger, qui est dans une crise situationnelle, il n'y a rien qui l'hypothèque depuis des années et des années. C'est des situations de crise avec lesquelles on peut prétendre, ou on a un pronostic assez bon, mais d'autres familles qui présentent des difficultés beaucoup plus chroniques nécessiteraient probablement une intervention à plus long terme, donc la possibilité d'étendre le programme pour certaines familles. Et enfin, il serait souhaitable de respecter des paramètres d'intensité, la fidélité au programme. Ce qui chatouille l'intervenant, c'est toujours l'idée ou le principe de perdre un peu son jugement clinique sur qu'est-ce qui est adéquat. L'idée ici de la fidélité du programme, lorsqu'on la prend sur l'intensité, c'est pas tellement d'enlever un jugement clinique à l'intervenant, puisqu'il
il a à juger lui-même de quels sont les sites d'intervention, auprès de qui va intervenir le jeune, le parent, la méthode qu'il veut choisir pour établir son alliance thérapeutique et élaborer son plan d'intervention. Bon, l'intervenant a une marge de manœuvre importante dans ces programmes-là de première ligne et cette marge de manœuvre, elle est nécessaire compte tenu des profils cliniques différents. Mais au niveau de l'intensité, du dosage, si on veut, en sachant qu'on se donne plus de chances d'accompagner des familles vers une évolution positive, on doit trouver des moyens pour resserrer ou pour arriver à offrir cette intensité-là qui est prévue. Donc, on voit dans la littérature de nouvelles études qui commencent à apparaître. On a analysé nos données encore, je pense qu'on a poursuivi cette étude-là. J'espère que d'autres études vont venir nous confirmer un peu la relation qui commence à s'établir entre la notion d'intensité et d'évolution dans ces programmes-là, qui est un critère clé. Voilà. Donc, j'ai été relativement rapide mais long en même temps, considérant le temps. Je pense que vous vouliez qu'on passe aux questions ici en premier, puis après ça, s'il y a lieu, on va avec...